PDG Cécile de Ménibus. Il est 9h22 dans cette crise sociale, écologique, sanitaire. Eh ben, on va vous apprendre comment mieux dormir et comment faire pas face à l'angoisse et à la peur. Et on en parle avec des experts ce matin. Professeur Pierre Philippe, bonjour, merci d'être avec nous. Ce livre qui s'appelle Anti-fatigue, 4 semaines, retrouvez 100% de votre énergie grâce au sommeil chez Albin Michel. Et Fabrice Midal, qui est philosophe et écrivain, spécialiste des violences au quotidien avec ce livre, Comment rester serein quand tout s'effondre aux éditions Flammarion. Oui, parce qu'en cette période, évidemment, c'est un peu compliqué, fatigue, stress en cette période. Et là, ajouté au Covid, évidemment, on a tendance à renforcer cette anxiété. Et tous les deux, vous avez des recettes. Donc, on va voir, parce que ça intéresse les auditeurs qui aujourd'hui sont gagnés par cette anxiété. On va d'abord commencer peut-être par vous, professeur Philippe, parce qu'on est encore le matin, on est à peine réveillé. On aimerait bien y retourner. Ouais, c'est vrai que vous dites, grosso modo, il faudrait dormir 49 heures par semaine. Hein, c'est un peu votre conclusion. Mais alors, certains vont se dire, oui, mais est-ce que ça veut dire quelque chose quand même? Parce que si on ne dort que 3 heures une nuit et ensuite 15 heures, on va être déséquilibré quand même, quoi. Alors, en fait, la colonne vertébrale d'antifatigue, c'est d'expliquer aux gens qu'on connaît l'hygiène alimentaire, 5 fruits et légumes, on connaît l'hygiène physique, 10 000 pas par jour. Personne n'a de notion sur l'hygiène du sommeil. Or, on a des règles qui ont été édictées, assez récemment d'ailleurs, en 2015, qui préconisent pour des adultes entre 25 et 65 ans, 7 heures de sommeil par nuit, 7 jours par semaine. Et le propos du livre, c'est de permettre aux gens, avec des règles assez simples, de définir leurs besoins de sommeil, parce qu'un des premiers problèmes des Français, c'est qu'ils ne savent pas définir leurs besoins de sommeil. Est-ce que c'est un peu l'oublié, le sommeil de la santé publique ? Alors, votre remarque est très pertinente. Effectivement, dans le programme national nutrition santé, on a fait des engagements et des messages extraordinaires, en particulier de l'enfance jusqu'à l'adulte, pour justement gérer tous ces problèmes d'alimentation et d'activité physique. Et nulle part dans le nouveau programme est mentionné le terme sommeil, alors qu'on sait qu'une dette de sommeil favorise massivement l'obésité. Donc c'est vrai que ce livre, c'est aussi un message destiné, en plus du grand public, au pouvoir public, pour nous aider à imposer ces idées de façon à ce que l'hygiène du sommeil devienne une dimension de santé publique. Oui. Alors, on a vu, vu à un moment donné l'inégalité entre les femmes et les hommes. Et visiblement, c'est aussi le cas dans le sommeil. Alors, un petit peu quand même, hein. Alors, je ne sais pas si vous faites rapport à une inégalité physiologique ou une inégalité. Absolument. Alors, effectivement, disons qu'on a des études épidémiologiques qui montrent que les femmes sont plutôt calés du matin et les hommes plutôt du soir. Donc, il y a un des encadrés qui fait beaucoup débat dans mon livre, justement, où j'explique que des hommes matures peuvent avoir un rythme plus compatible avec des femmes plus jeunes. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires dessus. Mais forcément, indépendamment d'autres dimensions et d'autres considérations sociales, c'est vrai que un des marqueurs qui différencie les hommes des femmes, c'est ce calage temporel. Et donc, généralement, quand on vit ensemble, on trouve une médiane, c'est-à-dire on s'ajuste de façon à pouvoir partager les activités nocturnes et diurnes de la meilleure des façons. Oui, et c'est vrai que aussi, en cette période, ce que je disais en introduction tout à l'heure, la lumière est moins présente et il y a des constatations assez intéressantes sur des études qui ont été menées pendant le confinement aussi, puis même auparavant, sur les gens qui habitent dans les centres-villes, qui pourraient aller beaucoup plus vite vers des dépressions, hein, c'est ce que vous dites. Expliquez-nous pourquoi. Alors, le lien entre le sommeil et la dépression, c'est un sujet compliqué qu'on a commencé à élucider il y a finalement assez peu de temps. Et en gros, schématiquement, quand vous vous déprimez, le premier signe, c'est souvent une perte de sommeil. Donc les gens ont tendance à penser que c'est parce qu'on dort mal qu'on se déprime. Or maintenant, on sait que c'est faux. Et comment on l'a appris? On l'a appris parce qu'on a suivi ces gens. Et on a découvert qu'en particulier les gens qui gardaient une insomnie avaient un pourcentage de rechute beaucoup plus important dans la dépression. Donc c'est vraiment un marqueur biologique. Maintenant, la psychiatrie, elle s'appuie sur des marqueurs biologiques. Et comme pour la fatigue où on a des marqueurs, on en parlera peut-être après, le sommeil est un marqueur très important. Donc si ce marqueur-là s'allume, et c'est un peu l'objet du livre, attention, il faut le prendre en charge et il faut le corriger avec l'hygiène, parce que si on le traite mal, on peut évoluer vers des choses plus préoccupantes. Oui, c'est ça. Et pourquoi les centres-villes alors ?
Alors, parce qu'il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui sont néfastes. Ouais. Il y a des éléments de bruit, par exemple, où en fait on est dans un environnement auquel on s'habitue, mais qui est extrêmement perturbant. La lumière. On est aussi, bien sûr, extrêmement exposé à la lumière. On a aussi des rythmes qui sont caractérisés par ce qu'on appelle le jet lag social, c'est-à-dire que vous avez des stimulations nocturnes qui retardent votre coucher, vous avez Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. vous avez un éveil de différentes sortes, hein, ça peut passer par des écrans. Pardon, je suis en dessus. Je n'étais pas là. Et puis vous avez un réveil fixe qui fait que au moins 5 jours par semaine, vous avez une compression de votre sommeil. Et le week-end, ce que naturellement font les gens, c'est qu'ils détendent. Oui. Donc, ils modifient leurs horaires de lever et de coucher et leur durée, et là, ils se perdent. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus combien ils doivent dormir. Un mini décalage horaire. Est-ce qu'il faut qu'ils dorment 6 heures comme dans la semaine ou 9 heures dans le week-end? Et donc, le propos d'Antifatigue, c'est de mettre une encre chronobiologique et de dire, faites ça pendant 10 jours et vous allez voir assez naturellement comment vous allez retomber sur vos besoins naturels. Ça, c'est la première voie de la guérison. Ben voilà, on va continuer dans un instant, on marque une petite pause parce que... Côté philosophique. Oui, côté philosophie. Fabrice Midal, il prend les choses un peu à l'envers, bien souvent par rapport à la peur, en fait, au stress, etc. Les choses négatives, on dit toujours faut chasser le négatif. Eh ben non, finalement, il faut l'attirer, mais pour pouvoir mieux rebondir. C'est ce qu'il va nous dire dans un instant avec ce livre, Comment rester serein quand tout s'effondre. Eh ben vous nous appelez 0826 300 300, vous avez envie de parler de votre expérience. On vous attend au standard et on revient dans un instant, 8h29. Radio 7h10, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h31, merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous avez besoin de conseils? Eh ben ça tombe bien. On a deux spécialistes. Le professeur Pierre Philippe qui parle de ce livre, Antifatigue aux éditions Albin Michel. Vous avez plein de trucs et des astuces pour dormir mieux. Et Fabrice Midal, comment rester serein quand tout s'effondre. Et là, c'est deux opposés. En fait, il y en a un qui préconise la discipline et l'autre et pas l'autre. Alors oui, bon, quelque part ça se rejoint. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. On va revenir sur le sommeil en fait dans un instant et puis vos appels au 0826 300 300. Ce qui est intéressant, Fabrice Midal, dans votre développement sur votre livre, vous dites que finalement souvent on est tétanisé, paralysé aussi par la peur. Et d'ailleurs on n'arrive pas à s'endormir parce que on a peur, on est angoissé, etc. Ben vous dites, faut pas en avoir peur, si je puis dire, de cette peur, quoi. Il faut l'apprivoiser. C'est clair, il faut apprivoiser la peur. Ça dépend quelle peur. Il y a des peurs qui nous tétanisent, mais dans la vie, ça arrive d'avoir des émotions difficiles et négatives. À force de séparer le négatif du positif, on a une sorte de rejet. Mais dans la vie, il y a toujours des difficultés. Et les difficultés nous font avancer. Et là, aujourd'hui, on vit une crise qui nous semble terrible, et elle est terrible. Mais quand on regarde l'histoire de l'humanité, mes parents, ils ont connu la guerre d'Algérie, mes grands-parents, ils ont connu la Seconde Guerre mondiale, et on voit qu'à chaque génération, il y a des difficultés, et que les êtres humains ont appris des difficultés à inventer de nouveaux possibles. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup Matisse. Et ben Matisse, il a eu une grave maladie, il était coincé dans son lit, il avait une carrière toute tracée devant lui, il était clerc de notaire, et il est tombé malade, il a fait de la peinture, il est devenu un des plus grands artistes parce qu'il est tombé malade. Et donc, il y a plein de fois des choses qui semblent négatives qui nous permettent de rebondir, de créer de nouveaux possibles. Mais d'ailleurs, s'il n'y a pas de choses de négatives, c'est ce que vous dites dans votre livre, finalement, on n'y arrive pas, on n'avance pas. Absolument. Donc, j'essaie de montrer qu'on a au fond un mauvais logiciel sur la sérénité. On a l'idée qu'être serein, c'est être calme, être zen, vivre dans sa bulle, n'avoir aucun problème. Et je crois que ça nous égare et ça nous culpabilise. Et que dans la vie, être serein, c'est savoir qu'on a des ressources en nous pour faire face aux difficultés. C'est trouver un allant qui nous permet de travailler avec les difficultés. Et ça implique donc que des fois, c'est dur. Ouais. Des fois, on en a marre. Et c'est sain. Des fois, on a besoin d'appeler quelqu'un et de dire « j'en peux plus » et de se plaindre. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, sinon ça paralyse. Mais il y a un moment où c'est pas si mal de pouvoir reconnaître qu'on a mal. Quand on pense aux enfants, on comprend tout de suite. Moi, quand mon filleul, il est pas bien, je vois tout de suite qu'il va pas bien et je lui demande « qu'est-ce qui t'arrive ?» J'essaie de parler avec lui. Il y a pas longtemps, il allait pas bien. Je vais pas sauter dessus, mais j'essaie de créer une situation de confiance. Et puis à un moment, il a commencé par me dire pourquoi il était inquiet. Et une fois qu'il m'a dit qu'il était inquiet, il allait déjà mieux. On comprend très bien avec un enfant, mais avec nous, on a beaucoup plus de mal à le comprendre. On a l'impression qu'il ne faut pas sentir qu'on a des difficultés. Mais c'est ça qui crée un véritable blocage. Ouais, c'est ce que vous racontez à travers plusieurs exemples, plusieurs histoires, comme cette femme, par exemple, qui a été quittée par son mari et qui, pendant 2 ans, se lamente et se lamente. Quoi. Bon, oui, et puis à un moment, elle voit qu'elle peut aller de l'avant. En bas de chez moi, il y avait un endroit où les jeunes faisaient du skateboard et plein de choses comme ça. Et c'était très vivant. Et puis un jour, la mairie a pensé que c'était dangereux. Elle a mis des plots.
Et dans un certain sens, c'est une métaphore. Je me suis dit, mais c'est un peu ce qui se passe. On veut tellement être en sécurité de tout qu'on finit par ne plus être vivant. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces jeunes qui peut-être des fois tombaient, se faisaient mal, mais est-ce qu'en étant coincés chez eux avec que des jeux vidéo, c'est le mieux comme manière d'avancer? Et c'est aussi comme j'aime beaucoup cette histoire du homard. Ah oui, racontez-nous l'histoire du homard. Le homard, je trouve tétanisé par la peur. Le homard, à un moment, il se sent à l'étroit parce qu'il a une grosse carapace. Il a grandi, il est très à l'étroit. Et s'il va voir beaucoup de ces charlatans de coach il va dire, ah là, je me sens pas bien, ils vont dire, allez, sois zen, respire, et il va crever dans sa carapace trop étroite. Donc en fait, il fait pas du tout ça, il va pas du tout voir ses coachs idiots, il va sous une pierre, il laisse tomber sa carapace, et il en fait une nouvelle. Il se frotte contre les rochers pour perdre sa carapace, c'est ça le homard. Voilà, il laisse tomber sa carapace trop étroite, et une nouvelle apparaît. Et donc, qu'est-ce que fait le homard? Il apprend que dans la vie, il y a des moments, ça fait mal, il y a des moments, il faut renaître, il y a des moments, il faut se métamorphoser. Et donc, mon livre, Comment rester serein quand tout s'effondre, c'est à la fois donner des conseils pour réussir à trouver de la force, de l'allant, du courage, parce que je trouve que c'est ça dont on a besoin, c'est de la force, du courage, de l'allant. Ça passe par le fait de ne pas avoir honte, d'avoir des fois peur ou d'avoir mal. Tous les êtres humains à des moments ont peur ou ont mal, et ça permet d'aller de l'avant et changer ce logiciel qui, je crois, est extrêmement anxiogène. C'est tentant de dire aux gens, soyez zen. Mais je trouve que c'est extrêmement anxiogène. Quand vous allez pas bien, qu'on vous dit soyez zen, on vous dit en gros, t'es en faute d'aller mal, t'es en faute d'avoir peur, mais on n'est pas en faute d'avoir peur. Et c'est en reconnaissant nos peurs qu'on peut les transformer. Et ça, c'est le paradoxe. C'est que le bonheur et la sérénité ne sont pas toujours confortables. Il faut accepter un certain inconfort. Si notre cher homard n'avait pas accepté l'inconfort de perdre sa carapace, il se nécrose et il finit par mourir. Et c'est pareil pour nous. De temps en temps, il y a des situations qui nous imposent de repenser les choses à neuf. Oui, c'est angoisse. Au 0826 300 300, Cécile, des appels, des auditeurs pour poser des questions ou des réflexions. Nous avons Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bonjour Caroline, bienvenue. Bon, vous avez vu, il y a des périodes difficiles, mais on peut quand même... il faut passer par ces périodes difficiles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que des périodes difficiles dans la vie, j'en ai eu beaucoup. Oui. Même d'un plus jeune âge, parce que maintenant, je suis un peu d'âge avancé. Mais alors, les premières périodes difficiles, mes points d'ancrage, c'était mes enfants. Je me suis toujours mis un point d'honneur, le bonheur de mes enfants. C'est ce qui m'a permis de passer des difficultés personnelles. Alors certes, ça a passé un moment et un jour, au bout de 10 ans d'avoir cherché le bonheur de mes enfants, c'est moi qui me suis écroulée. Le jour où ils ont été grands et voilà, le corps a lâché. Je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain, il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus rien. Et c'est un de mes enfants qui, lui, m'a remis en selle. Je pense qu'il y a quand même un échange familial. Je pense que les points d'ancrage, on se les crée. Alors, peu importe qu'il soit, ça peut être la peinture, ça peut être la restauration, ça peut être le social, partager avec les autres. Chacun doit trouver son point d'ancrage. Et le jour où on va mal, le point d'ancrage, il revient par rapport à tout ça. C'est-à-dire, il faut toujours garder en tête ce qui nous fait avancer aussi. Parce qu'il faut garder quelque chose. Et c'est vrai que là, ce que je disais donc, à votre correspondante que j'ai eu hier, moi j'ai perdu ma mère en plein Covid. Elle est décédée donc le 27 mars, juste après les annonces de confinement, les annonces d'Emmanuel Macron, nous sommes en guerre, etc., où on a été tous terrorisés par cette peur. Enfin, on se demandait ce qui se passait, c'était épouvantable. J'ai dû enterrer ma mère, donc mes enfants n'ont pas pu venir. On n'était qu'à deux. Enfin, je veux dire, c'est des situations qui sont anxiogènes. C'est vrai qu'on vit des situations anxiogènes. Et même, je vais vous dire, alors, c'est pas contre vous, parce que j'écoute la radio aussi. Parfois, d'écouter trop les informations, ça me rend anxiogène aussi. C'est vrai. Donc, j'ai besoin d'éteindre, j'ai besoin d'aller dans le jardin, de respirer, de regarder les plantes, de retrouver quelque chose de naturel et de normal pour essayer de récupérer une certaine sérénité. C'est ça surtout. Donc je peux prendre des pinceaux, alors je suis pas Matisse, mais je vais repeindre. On ne sait pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Comment? Vous ne savez pas, vous le deviendrez peut-être. Je
Je sais pas, oui, peut-être. Mais si vous voulez, je vais prendre des pinceaux et je vais me concentrer sur quelque chose de manuel. Parce que d'être toujours aussi dans la réflexion, de toujours penser, ça finit par... peser. Oui, Fabrice Midal, par rapport à ce que dit... restez avec nous, Caroline, à ce témoignage. Finalement, Caroline, elle adopte ce que vous dites, quoi. Oui, et puis une des choses, qu'il y a plein d'éléments extraordinaires. Ce que dit Caroline, une des choses qui me frappe beaucoup, c'est qu'elle montre très bien comment on a besoin de trouver un espace de confiance et de sécurité pour pouvoir affronter l'insécurité. Et je trouve que la vie, c'est ça. Il y a une sorte de... un mot un peu savant, philosophique, de dialectique, mais de rapport entre les deux. Et je suis gêné, aujourd'hui on parle beaucoup, il faut sortir de sa zone de confort. Je trouve que c'est souvent très violent, parce que nous avons besoin, tout le monde, on dit souvent sort de ta zone de confort, mais on a des fois besoin d'avoir une sécurité, d'avoir un confort pour pouvoir aller de l'avant. Et je trouve que ce que j'entends dans c'est paradoxal, c'est ce que vous avez dit avec le homard, puisqu'il est sorti de sa zone de confort, de la carapace. Parce qu'il y a, par un autre côté, il doit avoir un ancrage qui lui donne confiance de pouvoir prendre le risque. Et je crois que c'est ça la vie. On doit prendre un risque, mais on a besoin aussi de trouver des ancrages de confiance qui nous permettent de nous sentir bien. Et je crois que aujourd'hui, on dénigre un peu cette nécessité de trouver une sorte de sécurité. Encore une fois, on comprend très bien que l'enfant, quand on l'accueille au monde, il a besoin de la sécurité de sa mère, et c'est ça qui lui permet, ou de son père, enfin de gens qui l'accueillent, et c'est ça qui lui permet d'explorer le monde et de prendre des risques, de rencontrer l'inconnu. Mais on a beaucoup de mal à comprendre que nous aussi, on a besoin de cette sécurité, et il y a quelque chose de notre temps qui est extrêmement violent. Moi, en tant que philosophe, je suis frappé qu'il y a une sorte d'hystérie de la performance qui déshumanise les êtres humains, et on souffre de cette déshumanisation. Et je crois que c'est important de voir que beaucoup de notre souffrance n'est pas que psychique, elle est aussi sociale, elle est du fait qu'on est instrumentalisé et qu'on n'arrive pas à faire ce que dit Caroline qu'elle réussit à faire, c'est trouver un ancrage dans le corps, un ancrage dans des choses qu'elle aime faire comme la peinture, un ancrage avec des gens qu'elle aime. Donc là, on parle de choses qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à parler, d'amour, de sentiments sincères, en tout cas. Oui, cette sincérité, elle aide. Est-ce que, professeur Pierre-Philippe, est-ce que finalement la chambre, c'est une pièce refuge ? Alors, je voudrais faire un commentaire sur l'intervention de Caroline, parce que je pense ce que dit Caroline est très intéressant, c'est-à-dire elle dit on a des mesures sociales qui sont contraignantes, qui sont préoccupantes, qui peuvent être effrayantes. Et à côté de ça, ce que nous discutons, c'est aussi la possibilité de mettre en place des mesures individuelles. Moi, j'ai un message assez positif à faire passer, qui est que la souffrance psychologique, c'est une souffrance qui peut se traiter au même titre qu'une autre maladie. À savoir que si vous développez une activité physique, par exemple, on sait maintenant que c'est une stratégie préventive efficace sur la dépression. L'hygiène alimentaire également, le sommeil maintenant, on a des données qui montrent qu'on peut agir sur le sommeil pour optimiser son niveau d'humeur et sa résistance au stress psychosocial. Donc on sait d'ailleurs que ça agit par l'inflammation de bas gras, donc on comprend mieux maintenant comment on devient fatigué. On devient fatigué parce que son cerveau commence à s'enflammer. Et tous ces principes d'hygiène réduisent ça. Donc je pense qu'il y a un message à passer aussi en ce moment, et on le voit chez les soignants qui commencent justement à souffrir de fatigue très importante, c'est intégrons dans nos messages de prévention globaux le masque, comme celui que je porte aujourd'hui, parce que je pense que c'est un message social important de dire il faut qu'on se protège, mais aussi des comportements individuels. C'est ce que je précise dans Antifatigue. Et en se réappropriant à titre individuel dans ce monde complexe où on perd ses proches, c'est-à-dire que c'est quand même une période où on est de plus en plus seul. C'est très bien de s'appuyer sur l'autre, mais si l'autre part, la vie devient très compliquée. Donc je pense qu'il y a aussi un message positif à expliquer aux gens en disant vous avez la capacité de vous approprier votre santé et vous verrez que ça va vous armer, un peu comme le homard. Et vous rendre plus solide. Et vous rendre beaucoup plus solide, et vous traverserez cette période sans encombre. Gilles est avec nous au 0826 300 300 de Montpellier. Bonjour Gilles. Bonjour. Bon, vous voulez témoigner parce que vous êtes aussi en plein dedans, si je puis dire, vous êtes artisan, vous travaillez avec des restaurants et vous avez des difficultés économiques, sociales que vous rencontrez. Donc là, il y a une souffrance en fait un peu des gens. J'écoutais un petit peu tout ce qui est dit et je trouve que quand même il manque de logique. La peur n'évite pas le danger. Moi, je suis électricien. Si on me demande de monter sur un échafaudage ou sur une échelle, je prends des risques. C'est pas parce que j'ai peur de monter sur l'échafaudage que je ne monterai pas sur l'échafaudage.
À un moment donné, il faut quand même avoir 2 poids 2 mesures. Et soit on fait une chose pour tout le monde, ou on fait une chose pour personne. Donc, à un moment donné, on peut pas non plus, on peut pas dire que ça se soigne d'un côté et puis on ferme tout de l'autre côté. C'est pas possible. Oui, sur les fermetures globales, hein, c'est ce que vous dites, quoi. Moi, je vais prendre un exemple. Je travaillais parce que maintenant c'est fini. Hein. Ça, je pense qu'ils vont tous couler. Après, ça, c'est un point de vue personnel. Qui vont tous couler les restaurateurs, les bars, les boîtes de nuit. Moi, je faisais les lumières, le son, tout ce qui va en électrique dedans, les frigos. Mais là, ils sont stoppés, ils sont arrêtés. Mais avec ce monde il y avait beaucoup de règles. Moi, j'ai un métier qui a beaucoup de règles. Mais sérieusement, rajouter des règles sur des règles et puis au fur et à mesure fermer l'entonnoir et ne laisser qu'une seule issue de rester à la maison, qui va accepter ça? C'est... Fabrice Midal, reste avec nous, Gilles. Fabrice Midal, par rapport à ce que dit Gilles. Il a raison sur le fait que c'est pas parce qu'on a peur qu'on monte pas sur une échelle. Moi, j'aime bien ce que disait Sarah Bernard, qui était une des plus grandes comédiennes du début du XXe siècle. Il y avait une jeune comédienne qui la voit, cette grande comédienne, avoir le trac, et la jeune comédienne lui dit: mais moi, j'ai pas du tout le trac. Et Sarah Bernard lui répond: ça viendra avec le talent. Et je trouve que oui, c'est vrai. Et quand j'ai essayé je comprends la souffrance de l'auditeur. Quand j'ai écrit le livre, j'ai essayé d'être comme le bras d'un ami qui aide les gens à pouvoir avancer. Et il y a des choses qu'on peut faire, et puis des fois, ce qu'on a besoin, c'est juste d'affection. Parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, la situation est extrêmement difficile. Et de reconnaître que c'est difficile, ça me semble très nécessaire. Moi, je suis un peu allergique au discours positif. Quand à force qu'on dit que tout devient positif, moi je deviens encore plus anxieux. Mais qu'on puisse avoir de la tendresse quand on a mal, trouver tout ce qu'il faut faire pour essayer d'aller bien, et après trouver une manière que notre souffrance soit reconnue. Je pense aussi que beaucoup de gens aujourd'hui souffrent qui ne soient pas reconnus. Il y a quelque chose d'une violence de l'absence de reconnaissance. Et je trouve que ça c'est très... oui, on l'entend beaucoup dans le discours, les oubliés d'eux, les oubliés d'eux. Mais c'est très difficile de reconnaître l'autre. Et on voit bien, moi qui travaille beaucoup avec les soignants, parce que j'enseigne la méditation, donc j'ai fait beaucoup de choses pour les soignants, particulièrement pendant le confinement. Quand même, une des grandes souffrances, c'est on leur donne des règles complètement abstraites, ce que dit à nouveau l'auditeur, et qu'on leur donne des règles, et c'est aucun rapport avec le terrain, et ils sont pas reconnus, et ils ont l'impression d'être méprisés. Et je trouve que ça devrait être... c'est très important. Et là, ça passe par quelque chose qui est autre que la logique des logiciels et des tableaux Excel. Et qu'aujourd'hui, on a l'impression que la seule mode de raisonnement, c'est le tableau Excel. C'est d'une violence incroyable. Alors, ce que vous dites aussi dans votre livre, nous ne sommes jamais seuls. C'est pour ça que, comme Caroline, comme Gilles, il faut essayer de se parler, de se soutenir aussi pour avancer, quoi. Oui, on n'est jamais seul, et c'est retrouver le lien. Souvent, on l'oublie, on se dit, on se recroqueville. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Hein, quand on souffre, mais quand on souffre, on a l'impression qu'on est tout seul. Moi, j'avais un de mes amis qui enseigne la méditation, et il faisait une grande... il parlait devant un très grand public de plusieurs milliers de personnes, et puis il y a une femme qui prend la parole et qui dit moi, mon enfant s'est suicidé, et qu'est-ce que vous pouvez me dire là maintenant? Et il a eu cette chose très belle. Qu'est-ce que vous pouvez dire quand quelqu'un souffre comme ça? Et il a dit: est-ce qu'il y a parmi vous dans la salle des gens qui ont perdu un proche qui s'est suicidé? Levez-vous. Et la personne voit autour d'elle des gens qui se lèvent. Est-ce qu'il y a d'entre vous qui ont perdu leur enfant? Et les gens se lèvent. Et d'un seul coup, tout le monde a commencé à pleurer. Il y a des fois, on ne peut pas trouver une baguette magique qui fait qu'on positive. Mais on peut partager quelque chose, et d'un seul coup, elle a senti qu'elle est moins seule. Mais quand je vais voir ma boulangère, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle va très bien, parce qu'on ne parle pas de cœur à cœur avec tout le monde. Bien sûr. Mais en réalité, c'est important de savoir que la plupart des gens traversent des épreuves difficiles. Et que dans les moments, et que savoir ça, déjà, on sent qu'on partage une humanité commune, et je crois que c'est vraiment important. Oui, comme ça, on peut prendre conscience de ce qui est touché en nous, blessé en nous, pour mieux rebondir, repartir. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui sont dans les territoires, qui sont seuls, qui n'ont plus de lien social, parce que pas de centre-ville, pas de lien, pas de voiture. Comment ces gens peuvent justement se secourir eux-mêmes?
j'ai envie de dire, j'en sais rien. Parce que c'est vraiment l'un des mots de la société. Je sais, c'est un des mots de la société. J'en sais rien parce que c'est pas mieux d'être en fait dans les cœurs de ville, dans les centres-villes où personne ne se parle. Dans les territoires, au moins, on se parle. Quoi, mais on a accès à beaucoup de choses en centre-ville auxquelles on n'a pas. Mais c'est un vrai problème parce que il y a quelque chose qui est coupé de la dimension relationnelle et d'amicalité, parce qu'on a tellement été dans une autre direction sociale et politique depuis très longtemps. Notre logiciel va pas du tout dans ce sens-là. Mais après, je trouve que c'est gênant de donner juste un conseil comme ça, parce que c'est toute l'organisation à la fois sociale et de sa propre vie. Déjà, se rendre compte que c'est un problème d'être seul. Ça permet peut-être de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer. À quel endroit on peut se lier. Qu'est-ce que ça voudrait dire s'engager dans une association, d'en faire quelque chose. Mais je crois que déjà se rendre compte, au fond, c'est pas normal d'être seul. L'homme n'est pas fait pour être seul. Un mot, professeur Philippe, un mot par rapport à ce qu'on disait en fait à l'instant. Je pense que ce dont vous parlez avec raison et bon sens, c'est le principe de l'autonomie. Et l'autonomie, c'est quelque chose qui nous concerne tous, à n'importe quel âge. Et je pense que l'autonomie, le socle de l'autonomie, sa base aussi se repose sur les compétences. C'est-à-dire que quand vous commencez à perdre une autonomie physique, par exemple, vous vous trouvez en isolement social. Pourquoi ? Parce que techniquement, vous n'avez pas les moyens physiques d'interagir. Il y a le même principe sur l'autonomie intellectuelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous fermer et vous allez être sur un mode où vous allez abaisser votre niveau d'interaction. Mettre en place des principes d'hygiène, ça paraît idiot, mais les principes d'hygiène, c'est ceux qui sont le plus corrélés avec des états de santé mesurés par la qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est ce qui prédit le mieux la morbidité, c'est-à-dire la survenue des maladies et la mortalité. Donc je pense qu'il faut aussi passer un message global en disant on vieillit de mieux en mieux. On vieillit de mieux en mieux parce qu'on acquiert un mode de vie, et ce mode de vie, il implique aussi une hygiène. Finalement, en France, on a très été sur le traitement et pas tant que ça sur la prévention. Et peut-être que le Covid nous a remontré ça. Et il y a aussi une démarche positive individuelle à dire, en plus des interactions collectives, il y a aussi une démarche personnelle qui consiste à dire, il y a des petites règles simples qui nous accompagnent et qui vont faire qu'on va regarder le monde différemment. Allez, on va poursuivre dans un instant et on va être avec Muriel Hermine qui présente chaque soir sur Sud Radio. Sud Radio, écoutons-nous, avec une émission spéciale. Ce soir, on en parle dans un instant, restez avec Muriel, donc chaque soir entre 21h et 22h30, c'est un peu ce qu'on vient de raconter là, tout à l'heure avec Fabrice Midal et le professeur effectivement Philippe. C'est de s'écouter pour pouvoir rebondir. Et c'est exactement ce que vous proposez avec... comment répondre à des défis pour y parvenir. Alors ce soir... Absolument, c'est la libre... Oui. C'est de la libre antenne. C'est la libre antenne. Oui, c'est de la libre antenne avec les auditeurs qui appellent. Et voilà. Ce soir, c'est une émission spéciale, Muriel. Oui, absolument. J'ai souhaité faire une spéciale harcèlement scolaire. Je trouve que c'est un sujet très fort, très d'actualité. Et beaucoup d'enfants sont en souffrance et leurs familles aussi. Donc, je me suis entourée ce soir du docteur Patrice Huer, qui est pédopsychiatre et spécialiste de la souffrance des enfants et des adolescents, qui sera avec moi et qui apportera son expertise. Je crois que finalement, les gens n'osent pas trop en parler, surtout les enfants lorsqu'ils sont concernés. Et il est important de pouvoir faire une émission autour de ce thème pour apporter des réponses. Moi, j'aime vraiment les choses très concrètes. Donc avec lui, l'idée, c'est vraiment d'amener des réponses, des pistes de prévention et aider les parents à accompagner leurs enfants lorsqu'ils sont en souffrance dans le harcèlement scolaire. Oui, parce qu'il y a deux choses. C'est vrai qu'il y a les enfants qui doivent en parler, et donc ça, c'est pas évident. Souvent, ils n'osent pas, ils ne veulent pas. Et puis ensuite, les parents qui sont un peu désarçonnés, qui ne savent pas comment réagir non plus. Exactement. Ils sont totalement démunis et c'est vrai que vous l'êtes parce que d'abord, beaucoup de parents ne décèlent pas la souffrance de leur enfant, ne savent pas même que l'enfant est harcelé à l'école. Donc l'enfant se referme sur lui, il est en souffrance et d'ailleurs on le voit, il y a eu tout récemment plusieurs suicides dont celui d'une jeune collégienne de 11 ans. Donc il est important que les gens soient attentifs à leurs enfants, qu'ils puissent reconnaître les signes de harcèlement. Et dans ce cas-là, bien sûr, l'éducation commence à mettre en place des éléments, et on en parlera ce soir, avec des enseignants qui appelleront pour expliquer à leur niveau à eux ce qu'ils font. Il y a d'autres établissements scolaires qui nient totalement le phénomène.
parce que ça n'est pas positif pour l'établissement, bien évidemment. Donc voilà, c'est un vaste sujet, c'est un sujet de réelle souffrance. Et on parle, je vous écoute depuis tout à l'heure et vous parlez de la solitude et la solitude de l'enfant en souffrance qui est confronté à l'adulte, soit qui ne voit pas, soit qui ne voit pas. Ça génère de grands traumatismes et ça en fera des adultes qui vont très mal. Fragiles. Oui, absolument. Merci Exactement, Muriel Hermine. Donc vous pouvez appeler d'ores et déjà. Vous pouvez appeler d'ailleurs au 0826 300 300 et on retiendra vos appels, vos témoignages et vous pourrez être comme chaque soir en direct. Vous êtes de plus en plus nombreux chez Muriel Hermine Si entre 21h 22h30. Oui, il y a un livre extraordinaire qui vient de paraître de Philippe AIM sur le harcèlement scolaire et qui donne vraiment des outils pour aider les enfants à se défendre. Parce que le discours sur le harcèlement scolaire, c'est un vrai problème. On veut trop condamner les coupables plutôt qu'aider l'enfant à se défendre. Et l'enfant, il a besoin de se défendre. Il y a des techniques. Et le livre de Philippe Haïm est un livre absolument renversant qui vient juste de sortir aux éditions Plomb. Bon, bah voilà, c'est une bonne promo. Et d'ailleurs, vous dites, vous, dans votre livre, chercher des coupables ne permet pas de trouver la solution. Comment rester serein quand tout s'effondre, aux éditions Flammarion. Merci. Et professeur donc Pierre-Philippe, on en a besoin. Anti-fatigue en ce moment aux éditions d'Albin Michel. C'est 4 semaines pour retrouver 100% d'énergie. Oui, absolument. Bon, bah, ça y est, nous on l'a déjà retrouvé. Ça tout va bien. Ça fonctionne, Allez, vous allez voir. On vous écoute et on a l'énergie. Et ben voilà, dans un instant, c'est Valérie Expert, bien sûr. Et puis ensuite, Valérie Expert qui va parler des SUV.